Allez, le clap. Quis custodiet ipsos custodes. Mais qui gardera les gardiens? Mais j'ai entendu. J'ai envie de me mettre une droite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur tous les réseaux de la JCP et sur la chaîne YouTube. Enfin, vous nous voyez, étudiants du Master 2 Contentieux public de Paris 1. Enfin, nous sommes face à la caméra. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux dont les liens seront mis en description de la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube de la JCP. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Aujourd'hui donc une vidéo sur la veille juridique d'octobre que nous avions réalisée par écrit avec mes amis Coralie Plotho et Paul Serfati. Mon ami, c'est moi. La première décision, donc, c'est une décision QPC du Conseil constitutionnel du 15 octobre 2020, syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur. L'exclusion des syndicats non représentatifs est inconstitutionnelle s'agissant des ruptures conventionnelles. 3 observations peuvent être faites sur la procédure. Première observation sur le type de recours introduit. Nous parlons bien d'une question prioritaire de constitutionnalité. Elle a été posée à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre un décret d'application de la loi de transformation de la fonction publique. Le Conseil d'État était compétent et a transmis la QPC au Conseil constitutionnel après avoir validé les 3 conditions de filtrage. Deuxième observation sur la disposition litigieuse. Cette disposition permettait aux fonctionnaires de se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix lors d'une rupture conventionnelle. C'est l'article 72 de la loi d'août 2019 de transformation de la fonction publique. Il mentionne bien une organisation syndicale représentative et pourtant des fonctionnaires peuvent adhérer à des syndicats non représentatifs. Troisième et dernière observation sur ce que reprochent les requérants à la disposition. Eh bien tout simplement pour eux, cet article interdirait aux syndicats non représentatifs de conseiller un fonctionnaire, ce qui constitue dès lors une différence de traitement. Les fonctionnaires adhérents d'un syndicat représentatif seraient avantagés, ce qui est contraire notamment au principe d'égalité. Je transmets tout de suite la parole à Coralie Plotho pour la solution et la portée de cet arrêt. Le juge constitutionnel fait ici une interprétation très classique du principe d'égalité. Dans un premier temps, il constate effectivement une différence de traitement entre les syndicats représentatifs et les syndicats non représentatifs. Néanmoins, il est de jurisprudence constante que le principe d'égalité n'est pas absolu. Il est admis que le législateur puisse instituer une différence de traitement à partir du moment où soit les situations sont différentes, soit il existe des raisons d'intérêt général justifiant qu'il soit dérogé à l'égalité. Mais attention, il est très important de souligner que dans les deux cas, il faut nécessairement que la différence de traitement instituée par le législateur soit en rapport avec l'objet de la loi. Ici, le Conseil constitutionnel regarde quel était l'objet de la loi. Et cet objet était d'apporter une garantie aux fonctionnaires faisant l'objet d'une rupture conventionnelle en lui permettant d'être assisté par un conseiller syndical. Or, le Conseil constitutionnel souligne que l'appartenance de ce conseiller à un syndicat représentatif ou un syndicat non représentatif était sans incidence sur la capacité de ce dernier à assister le fonctionnaire. Donc il n'y avait pas de rapport en réalité entre l'objet de la loi et la différence de traitement instituée. Ainsi, le principe d'égalité a été violé, ce qui entache la disposition législative critiquée d'inconstitutionnalité. Je vais maintenant laisser la parole à Paul Serfati qui va vous présenter une seconde veille relative au contentieux de l'urbanisme. Je vous propose aujourd'hui d'aborder la question de la régularisation des autorisations individuelles d'urbanisme. Depuis la loi Elan de 2018, en cas de recours contre un permis de construire, l'article L600-5-1 du Code de l'urbanisme permet au juge administratif de surseoir à statuer jusqu'à ce que les parties aient régularisé ce permis. Dans un avis contentieux du 2 octobre 2020, le Conseil d'État est venu préciser le champ d'application du pouvoir de régularisation du juge, limitant par là même la possibilité d'obtenir l'annulation d'un permis de construire. Dans le cadre de cet avis contentieux, il était notamment demandé au Conseil d'État si le juge pouvait mettre en œuvre la procédure de régularisation, même si cela revenait à porter atteinte à la conception générale du projet.
le Conseil d'État part d'abord du principe que si le vice affectant l'autorisation d'urbanisme est régularisable, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre l'autorisation. Il précise ensuite que, quand bien même l'économie générale du projet serait modifiée, le juge peut faire régulariser le vice affectant le permis de construire sous l'unique réserve que la régularisation ne remette pas en cause la nature même du projet. Ainsi, sauf si les parties refusent la régularisation, force est de constater qu'il est difficile pour un requérant d'obtenir l'annulation d'un permis de construire illégal. À la suite du législateur, le Conseil d'État trace donc les contours d'un contentieux singulier, celui des autorisations d'urbanisme. Le juge ne se contente plus d'annuler ou de maintenir l'acte contesté, il est désormais acteur de sa réformation. Merci d'avoir regardé cette veille. À bientôt sur la chaîne de la JCP pour une nouvelle vidéo. Au revoir.